Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif. On est dans la suite de notre podcast de la semaine dernière. Mustafa Kadeli a fait l'amitié de nous résumer tous les ingrédients qui avaient donné la perte de souveraineté marocaine et la signature de ce protectorat en fin mars 1912. La pression fiscale, la pression financière, la pression militaire. C'est bien ça, Mustafa ? Tout à fait. Voilà, l'instabilité qu'elle a créée, le départ de Moulay Abdelaziz remplacé par Moulay Hafid, l'arrivée de Moulay Zine qui 1911, qui n'a pas fait long feu, qui a été un éphémère sultan, et l'arrivée des Français et la signature du traité. Alors, est-ce que tu peux nous poursuivre ce récit captivant, s'il te plaît ? À partir d'avril 1911, les carottes sont cuites, donc... Avril 1911 1911, à partir de mai 1911, à partir de l'arrivée des troupes françaises du général Monnier, partant de Casablanca jusqu'à Fès et occupé Sidi Qassem, Bni Ammar, Moulay Idriss Zarhoun, Fès, Meknes, et puis revenir par Khmissat, Tifelt, Koumono, les radios de Kamouni, où on va mettre une base Kada en plus de Rabat et de Salé, déjà occupée en mai 1911 suite à cette randonnée de l'armée française pour mettre de l'ordre entre la fratrie de nouveau qui s'entre-déchire. Voilà le début d'une intervention étrangère pour la première fois, y compris dans les arcanes du pouvoir, et au moment finalement où on avait l'habitude de régler les différends en interne, finalement là l'arrivée d'un nouvel arbitre, si j'ose dire, va compliquer la donne, et puis l'entrée des Espagnols pour marquer leur territoire à partir de l'Arish qu'ils occupent, puis ils arrivent jusqu'à Qasr al-Kbir qui est à l'intérieur des terres, et d'ailleurs c'est juste à côté de Qasr al-Kbir qu'il va y avoir la frontière qu'on appelle Arbawa, qui est toujours là, entre le Maroc espagnol et français. Le Maroc espagnol et français côté nord, et puis l'histoire de ce navire de guerre allemand qui arrive vers Gadir, pareil, pour prendre possession de ce qui est en face. Il ne faut pas oublier que beaucoup de sociétés allemandes avaient des concessions, en tout cas avaient des permissions minières dans le Souss. Et il y avait une forte présence allemande à cette époque-là. Elle a continué, mais sous la forme de touristes dans les années 80. Non, j'habitais là-bas, je peux te le dire. Il a continué jusqu'à après l'occupation, bien sûr. Les arrangements vous donnent le bec du canard, comme l'appelaient les Français, c'est-à-dire une compensation territoriale au Cameroun et au Togo en échange de la reconnaissance des droits des Français et des Espagnols sur le Maroc pour que les Allemands se retirent de cette histoire. Mais les Espagnols vont rester à l'Arish et à Qasr al-Kbir, il n'y a pas de contestation puisque les accords déjà, ils étaient là. Les Français, ça y est, ils vont rester dans l'axe Casa, Rabat, Salé jusqu'à Fès et Meknès en passant par Tifelt et Khmissat, et c'est là que la diplomatie française va multiplier les actions pour que le ministre Regnault arrive avec sa feuille assignée par le sultan Moulay Abdelhafid, qui s'y est retrouvé en quelque sorte un peu nu. Clash avec le Glaoui, clash avec le Moyen Atlas. Clash avec Zine. Avec son frère Moulay Zine, il lui pardonne, et puis après... Clash avec Moulay Abdelaziz. Qui était auparavant, non, mais surtout le soutien qu'il avait auparavant, je veux dire, il y en a plus, parce que justement, on est rentré dans une, comment dirais-je, zone de turbulence. Je dis, on avait envoyé une délégation à Paris pour négocier le retrait a priori des troupes françaises de la Chaouia, au moins la Chaouia, avec l'idée de, pourquoi pas Casablanca, dans l'attente de négocier même Casablanca plus tard, et qui reviennent. Il passe une année et quelques. Je veux dire, la délégation était composée de deux personnes très importantes du Marzen, le Moukri, qu'on va retrouver à travers l'histoire du Maroc, le grand vizir, qui a traversé, je crois, 5 ou 6 sultans, et puis Abdallah le Fassi, qu'il avait accompagné, qui était une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, parce que c'était Issa ibn Omar qui était le ministre à l'époque, et puis donc ils vont passer un an et quelques à Paris, justement pour l'évacuation de la Chaouia, en tout cas
cas c'est ce que quelques archives que j'ai consultées racontent, et puis finalement ils reviennent un peu bredouilles, même si le Mokri fait le voyage 2 fois aller-retour pour revenir prendre instruction, discuter, etc. Mais finalement ça aboutit à ce que Louis Régnaux a amené ce qu'on appelle le traité de protectorat avec 6 ou 8 conditions en tout cas, et ce traité présenté sous le signe de la réforme. On va réformer. Alors ce traité, quand on le lit, il est très court. Oui, 6 ou 8 points, je crois. Oui, il a la tête d'un traité de consulting ou de... Enfin, Les réformes, ça parle des réformes, on va réformer. Alors, regardez... C'est presque un traité de coopération. Absolument. Quand on le lit, voilà. Quand on le lit un peu rapidement, on voit pas très bien ce qu'il implique, enfin ce qu'il va impliquer dans l'histoire, qui ressemble de fait à une perte complète de souveraineté, mais on n'a pas cette impression quand on le lit. Oui, puisque c'est une sorte de délégation de pouvoir, parce que le sultan va rester en place. Le sultan va rester en place et il va déléguer un ensemble de pouvoirs à la puissance protectrice pour qu'il puisse engager les réformes. La notion de réforme, l'islah, dont on parle depuis la moitié du 19e siècle, sauf que l'islah dont on parle chez nous était beaucoup plus porté sur les Ottomans et leurs problèmes avec tous les auteurs qu'on nous a enseignés au lycée, puis à la fac pour les gens qui ont étudié cela en parlant des Ottomans, des Égyptiens, Abdelrahman al-Kawakibi, Mohamed Abdou Qasim Amin Mohem, toute la salade concernant les problèmes de l'Empire ottoman et la notion de l'islah des Ottomans, et on en fait une projection ici. Alors que pour nous, je veux dire, on n'a pas beaucoup étudié quelles sont la nature des problèmes, et surtout, on peut faire le rapprochement avec les missions des étudiants qui ont été faire des études à l'étranger à l'époque de Hassan Ier. Et les 500 boursiers. Les 500 boursiers, quand ils reviennent, je veux dire, ils n'occupent aucune place, ils ne participent à aucune réforme, parce que justement, on avait disons, une lobby de religieux qui était très puissant et qui empêchait toute tentative de modernisation, c'est-à-dire ce qu'on a refusé à l'époque de Hassan Ier de faire nous-mêmes, on a été obligé de le faire malgré nous après 1912. Alors question, tu dis des soi-disant religieux, mais en fait on peut dire que la société entière n'était pas prête à laisser rentrer cette modernité, est-ce que je me trompe ? C'est l'élite. Moulahfid le dit lui-même dans son livre Da'aoul Atabi Qadim, il parle que de l'élite. La société même aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, vous croyez qu'on est au courant de ce qui se passe exactement et réellement? Je crois qu'on fait de la spéculation, y compris les gens qui croient comprendre. L'actualité aujourd'hui est incompréhensible pour nous et la société n'est là que pour, suivre les grands courants de son élite. Alors parle-moi de cette élite de 1912. Qui a eu du mal, en tout cas celle qui a eu du mal à enclencher les réformes qui va les subir de la part des Français. C'est une élite qui mange, une élite qui a des positions stratégiques dont il faut pas se défaire, une élite qui sort beaucoup de prétextes pour éviter les réformes justement, une élite qui commence à être protégée par les puissances étrangères et qui ne voit que ses propres intérêts, et puis une élite qui se pavane, d'ailleurs Moulay Hafid lui-même le dit, et il se pavane à dépenser beaucoup d'argent dans les réceptions, dans les walaïm et les réceptions, les fêtes, etc., et qui n'est pas capable de dépenser un peu ce qu'il appelle salih al-am, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, les routes, l'école, etc., etc. C'est-à-dire une élite qui se pavane pour montrer sa richesse et montrer une sorte d'ego, mais qui ne pense absolument pas qu'elle est aussi la locomotive de toute une société. L'économie. Ce sont les mots de Moulay Hafid. Oui. On va revenir dessus. Avant d'arriver à l'élite et ces mots de Moulay Hafid qui sont très intéressants, j'ai une petite question à te poser, un peu... le Maroc existe en 1912. Le Maroc existe. C'est un État. C'est pas que depuis 1912. Non, bien sûr. Je mets la barre en 1912. D'accord. Je mets le curseur en 1912. Le Maroc existe et on sait que un peu l'obsession des Marocains, c'était de se préserver de l'entrée de l'étranger. C'est-à-dire qu'on a perdu les côtes, ça a été un traumatisme. Quand ça a été perdu 500 ans avant, c'était un traumatisme. Quand les Portugais ont pris les côtes, les Saadiens qui les ont dégagés ont eu tout de suite un statut de légitimité. Quand les Portugais sont revenus à Oued el Merkhazine et qu'ils ont été défaits, ça a complètement posé l'image du Maroc comme pays un peu imprenable. Ce que j'essaie de te dire, la question que j'essaie de poser, c'est est-ce que cette espèce de fermeture d'esprit, cette espèce de rejet, qui va causer un peu notre perte parce qu'il a rejeté la modernité. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu à l'origine de la survie de ce pays? C'est-à-dire que tu as rejeté l'Occident et ses avancées technologiques, tu t'es fermé pendant peut-être le 18e, 19e siècle, et en même temps, est-ce que sans ça,
tu n'aurais peut-être pas eu un autre sort si tu avais eu... c'est-à-dire que tu as les deux côtés de la pièce, c'est ce que j'essaie de voir. Non, peut-être c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que je crois que l'allergie était quand même concentrée sur l'étranger. L'étranger résumé dans Roméo ou le chrétien. Je crois qu'un lien avec l'Andalousie, la Reconquista, etc. Donc je crois que c'est de là vient cette allergie vis-à-vis de ces étrangers envahisseurs, l'étranger envahisseur. Quand il se met sur les côtes, déjà c'est pas très agréable, mais l'idée qu'il puisse rentrer à Fès ou à Marrakech, ça ne s'est jamais produit jusqu'aux Français. Non, je pense pas parce qu'il y avait par exemple, avant les histoires de protection, il y avait toujours des consulats un peu partout. Non, je parle pas de consulat, je parle d'une armée avec des gens avec des armes qui se promènent à... Ah non, voilà, justement. Non, ça c'est hors sujet, justement. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, pour le livre de reconnaissance du Maroc, Charles de Foucault, officier français chargé de faire un voyage clandestin au Maroc, il se déguise en juif. Juif normal qu'un rabbin juif venu de Jérusalem à l'époque qui se balade, c'était courant. Il n'y a pas de problème. Mais il ne pouvait pas se déguiser en roumi ou se présenter en roumi hors sujet. Je veux dire, pays fermé. Non, pas fermé. C'est toujours... c'est l'ennemi. C'est l'ennemi et l'envahisseur et surtout pas à l'intérieur des terres. Encore un étranger sur les côtes, etc. Ou quand à l'intérieur du pays, mais il doit avoir des recommandations. Non, je dis pas ça sans jugement de valeur. Hein, j'essaie de comprendre. Je n'ai pas de position morale ou idéologique. J'essaie juste de comprendre que l'arrivée de l'étranger... pas juif, mais... Le juif, il est au bled, donc il se balade, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que j'imagine le trauma à l'arrivée des cohortes françaises à Fès. Normal, il y a un trauma. Bien sûr, un trauma et plusieurs traumas. Je veux dire, même ça commence à Casablanca, le 1er août 1907, je veux dire, ça commence. C'est pour ça que des gens, je veux dire, de la montagne, de Mohaou Hamoul, la Mohaou Saïd, qui arrivent même pour aider les gens de la Chaouia au moment de l'occupation de Casablanca. Trauma de l'occupation de l'étranger, parce que je crois, et c'est ça aussi les leçons d'histoire, que l'élite connaissait l'essentiel du passé de l'histoire du Maroc. C'est pour ça qu'on a un peu des chroniqueurs, soit locaux, soit, comment dirais-je, nationaux, qui ont toujours essayé de relater le passé et l'histoire. Et je crois que toute l'élite, les qaïds, les qadis, les alem, etc., étaient au courant un petit peu de ce qui se passait dans l'histoire, au-delà de ce qui est le sens commun, le peuple qui pas forcément, même si les dictons, les proverbes ou bien la poésie pourraient relater, etc. Mais on revient toujours, c'est l'élite qui décide, c'est l'élite qui pilote, c'est l'élite qui est derrière les décisions. Donc tu parles d'une faillite de l'élite, en fait, pour être concret. Il y a deux théories. Dans le cas du Maroc, on parle la théorie dominante, soi-disant que c'est la société qui n'est pas à la hauteur de l'élite. Mais en Tunisie, Mohamed El Hadi Cherif a démontré par A plus B que c'est l'élite qui a mené la Tunisie à la faillite, parce que c'est cette élite, soi-disant, qui était une lumière, dont un grand réformiste. Mais au fait, c'est l'élite. Et c'est toujours l'élite, parce que quand on parle de l'histoire politique d'un pays ou quand on parle de l'histoire d'un pays, on parle en général de l'histoire de l'élite. Revenons à Moulay Hafed. Moulay Hafed quitte son poste. Oui, entre mai et août 1912. Donc il signe et il quitte. Il signe et puis la révolte, il signe avec Regnault. Regnault, c'est le premier résident général français au Maroc désigné par la France. Avant Lyautey. Avant Lyautey. Et suite à la révolte, de nouveau, des tribus qui assiègent Fès. Les Hyaïna, les Jbala, d'une manière générale, les gens du Moyen Atlas se regroupent de nouveau avec des leaders locaux qui assiègent la ville de Fès. Nous avons parmi les noms justement Abou Bdmani de Aït Ndir, Fqih al-Hajjami de Jbala et Sidi Rhoul, l'Arfaoui ou l'Arfa de Aït Mguil, qui était également une sorte de chef d'un groupe lié au Moyen Atlas, en plus d'autres personnages de second rang. Donc ils assiègent Fès, ce qu'on appelle les journées sanglantes de Fès, et c'est Non, les journées sanglantes de Fès, c'est après. C'est la révolte de l'intérieur. C'est ça, ouais. Mais c'est à ce moment-là. Je veux dire, la ville de Fès devient sens dessus, sens dessous. C'est pas que la ville de Fès qui se révolte, c'est les tribus aussi environnantes qui viennent à la rescousse également. Alors, et les Français sont coincés à l'intérieur de la ville de Fès. D'abord, l'ambassadeur Regnault désigné comme résident général, et puis la mission militaire française qui entraînait les tabors marocains à moderniser cette armée. Il y avait aussi des civils, des médecins, etc. Bref, la communauté française de la ville de Fès s'est retrouvée coincée entre la révolte de la ville, les habitants de la ville de Fès, en tout cas une partie, et les tribus qui sont arrivées pour assiéger la ville et donner un coup de main à la population de la ville qui se révolte contre et Moulay Hafed
et les Français qui se trouvent dans la ville de Fès. Donc quand on parle des événements de Fès, il y en a deux. Il y a 1911, en mois d'avril, et pareil, au mois d'avril 1912, exactement la même chose. Et c'est là que les choses se corsent. Alors excuse-moi, parce que moi, d'après le bouquin que j'ai lu, je sais pas, tu vas peut-être me corriger, je te livre ça, hein, tu mets de l'ordre dans ce que je te dis. Il y a une révolte des tribus qui vient assiéger Fès, qui est plus ou moins dégagée par l'intervention militaire de l'armée, et tu as une deuxième révolte où là, à ce moment-là, il n'y a pas de tribu autour de Fès, qui est celle de l'intérieur, où tu as les militaires marocains qui égorgent leurs instructeurs, et qui vont se prendre uniquement aux Français pendant 3 ou 4 jours. C'est ça. Et les tuer. Non, les journées sanglantes, c'est tout ça. C'est l'intérieur et l'extérieur de la ville. Les deux, en même temps. Je veux dire, c'est une sorte une révolte contre, dès que l'information circule, parce que si la ville de Fès, en premier, surtout les Askari, comme on les appelle, étaient les premiers à se révolter contre cela, mais dès que l'information arrive alentour, toutes les tribus alentour, que ce soit du nord, de l'est, de l'ouest, du sud de la ville de Fès, arrivent en même temps. C'est là que l'IOT arrive au mois de mai. Je veux dire, ça, ils ont mis beaucoup de temps, non pas à réagir, parce qu'on reçoit les renforts de Casablanca, et puis on envoie un résident général, qui est un général, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait chapeauter et l'action civile du protectorat et l'action militaire nécessaire à l'occupation du pays, parce qu'on croyait au début peut-être que la signature elle-même suffit. Et c'est là qu'on sort de nouveau la CIBA, parce que c'est Berbère encore de nouveau qui nous pose des problèmes, donc il faudrait un peu venir mettre de l'ordre par un chef militaire. Jusqu'à Louis Regnault, il y avait le général Moignet comme chef militaire et lui résident général, et la situation pour Paris. D'ailleurs, c'est le ministre de la Défense à l'époque, Alexandre Millerand, qui va épauler la nomination de l'IOT comme résident général et chef des armées. C'est là qu'il va arriver au mois de mai, et c'est là qu'il va mener bataille, très dure d'ailleurs, où il a failli passer, parce qu'il raconte lui-même dans le détail, qu'à un moment donné, il a pris ses affaires, il s'est mis en terrasse, il a préparé le pétrole, comme il disait, pour éventuellement brûler tous ses habits, ses attributs de pouvoir de général qu'il était, parce qu'à un moment donné, vraiment, la situation était très 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 critique pour l'armée française dans la ville de Fès au mois de mai 1912. Revenons à Moulay Hafed. Il y a deux théories. Hein. Tu dis que les tribus se révoltent contre les Français et Moulay Hafed. Moi, j'ai lu un bouquin où le journaliste français soupçonne un petit peu Moulay Hafed d'avoir allumé la mèche de la révolte en faisant courir l'idée qu'il avait signé malgré lui et qu'il était, comme il était un petit peu penaud, disons, d'avoir trahi ses engagements, on va le déplacer, il va quitter le pouvoir. Et la thèse de ce bouquin, ça vaut ce que ça vaut, c'est de dire que Moulay Hafed aurait un petit peu allumé la mèche en faisant circuler l'idée qu'il n'était plus maître de lui et que le Maroc n'était plus maître de lui, enfin à son image. Fort probable, parce qu'on a des indices, en tout cas on peut pas voir, je veux dire, la psychologie du personnage, mais en tout cas, on a les indices, dès que l'association se calme, il demande à sortir de la ville de Fès. Dès que l'IOT, comme il avait dit, il dégage la ville de Fès, il s'est donné de l'air, il a sécurisé un petit peu un rayon de la ville, il demande à quitter la ville de Fès et à s'installer à Rabat. On est en juin 1912. Et l'intrigue, pourquoi Rabat? Alors donc on le soupçonnait quand même de connivence avec les Allemands. Et non seulement Rabat, mais il choisit la côte. Il plante ses tentes au bord de la mer, quelque part. Il ne vient pas au palais royal, ni au palais qui était au bord de la mer, celui de Moulay Abdelaziz, comme on disait. Et donc il choisit le bord de la mer et il le soupçonne de vouloir faire un coup avec les Allemands, y compris le doute que probablement, si le scénario marche, les Allemands viendraient le chercher avec un sous-marin pour le prendre. Pourquoi ? Parce qu'encore comme un État souverain, le Maroc pour les Européens, ce traité de protectorat est fondamental pour les Français pour avoir la légalité vis-à-vis de leurs partenaires européens, pour les informer de la légalité des choses et qu'ils ne sont pas rentrés de force. Et donc, ils avaient peur de perdre ce sultan parce que ça serait aussi, de nouveau, pour les Britanniques ou les Allemands, un argument de ne pas reconnaître aux Français ce qu'ils font au Maroc. Nous sommes toujours dans cette histoire de l'égalité internationale. Un petit peu hypocrite, bien sûr, parce qu'il faut éviter les conflits et les problèmes avec leurs partenaires. Et donc, il reste, je crois, pendant 2 mois,
le temps que l'IOT termine sa besogne, son travail du côté de Fès pour qu'il vienne, et c'est là qu'intervient l'abdication, parce que c'est Moulay Hafid qui insiste sur l'abdication. C'est lui qui veut partir. Hein. Absolument. C'est lui qui veut partir, c'est pas les Français. Pas avec moi, non, pas avec moi. Voilà. Pour eux, l'idéal, c'est quoi? C'est une question d'orgueil? Oui, orgueil, honneur, parole donnée, le sultan du djihad, la faillite, bref. Les Français préféraient qu'il reste. Oui. Bien sûr, parce que pour eux, il est le symbole de la légitimité, de la légalité et de l'incarnation du pouvoir. C'est avec lui qu'ils ont signé. Et puis voilà qu'ils se rétractent. C'était pour eux risqué vis-à-vis de leurs partenaires européens. Et c'est pour ça aussi, pareil, qu'on sort son khalifa de la ville de Fès, Moulay Youssef, pour que la dynastie continue et en même temps garder ce symbole de la souveraineté, puisque dans le traité du protectorat, c'est marqué noir sur blanc, rien ne peut se faire sans le sultan et sa protection, puisque c'est écrit noir sur blanc, mais c'est la France qui va mener les réformes avec le point sur le droit des Espagnols à leur part, selon les traités signés auparavant entre les Français et les Espagnols. Alors restons sur Moulay Hafid, il quitte le Maroc. Ouais. Tanja d'abord, le pèlerinage. De Tanja, il fait un pèlerinage, il transite par Marseille. Le Hajj. Et c'est le début de la Première Guerre mondiale. Donc nous sommes en 1913, l'année 1913. Il reste à Tanger, je ne sais pas quel mois il quitte pour le pèlerinage, mais en tout cas en 1913. Début de la Première Guerre mondiale, août 1914, je crois qu'il était à Jérusalem. Et là, il tente un comeback. Il tente un comeback, effectivement, certainement contacté par les Allemands et les Ottomans, et il s'installe en Espagne. Il ne revient pas au Maroc, il s'installe en Espagne, et il commence un travail de fond avec les Allemands et les Ottomans pour soutenir la résistance au Maroc contre les Français. Et je crois que l'événement qui a vraiment convaincu les Allemands surtout à réagir et agir même, non pas réagir, mais à agir et essayer de faire ce qu'ils pouvaient, c'est la bataille de l'Hri, où l'armée française a été défaite par Mohamed Hammo, information qui arrive à la presse française qui en parle. Et donc pendant la guerre, bien sûr, les Allemands apprennent également la chose et apprennent que certainement à l'intérieur il y a peut-être des partenaires sur lesquels on pourrait compter éventuellement pour déstabiliser les Français, pour qu'ils puissent garder leur armée au Maroc et ne les amènent pas au franc, et quitte même à, pourquoi pas, une sorte de coming back des Marocains pour chasser carrément les Français du Maroc, ce qui serait sur le plan psychique au niveau de la Grande Guerre très important à l'avantage des Allemands. Et je crois que c'est là qu'on commence quelque chose qu'on pourrait appeler une politique arabe, une politique musulmane dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Les Ottomans, les Allemands, les Français, les Britanniques, chacun a ses musulmans et chacun va jouer la carte de l'un et l'autre, et c'est là qu'on va entendre parler des Arabes pour la première fois dans l'histoire politique avec le shérif de Mecca soutenu par les Britanniques et les Français. Autrement, ce que les Allemands et les Ottomans n'ont pas réussi au Maroc et ailleurs. Vous savez, même l'Afghanistan à l'époque était un terrain de compétition entre les Britanniques et les Allemands parce que chacun essayait de soutenir des révoltes qui étaient contre l'autre parce que justement l'objectif est d'ouvrir des fronts externes pour occuper les uns et les autres, pour les affaiblir sur les arrières et les achever au niveau des fronts. Moulay Hafid donc va jouer peut-être la carte allemande. En tout cas, bon, l'histoire a prouvé qu'elle n'a pas été couronnée de succès. Par contre, il va faire autre chose et qu'il va écrire ce fameux bilan, ce fameux document qui le dédouane, hein, c'est ça. En tout cas, où il analyse les raisons de l'échec, ou en tout cas de la perte de souveraineté. Parle-nous un peu de ce livre. En tout cas, il essaie de rebondir d'abord par le biais de son propre réseau de notables, surtout les pachas. Le pacha, maintenant on parle, ce sont eux qui vont faire les intermédiaires. Et cela va toucher, en tout cas parmi les éléments dont on dispose, des correspondances qui vont arriver jusqu'à Mohamed Zayani, des correspondances allemandes germano-ottomanes, hein, qui vont atteindre Mohamed Zayani, Mohamed Saïd Aïtouir al-Qsiba, Ahmed El-Hiba, etc. Mohamed Zayani est en contact avec Moulay Hafid. Oui, par le biais d'intermédiaires au Maroc, entre Meknas et l'Arish. Donc quand Mohamed se révolte, mène la guerre aux troupes françaises, et sultaniennes d'ailleurs, puisqu'il y a des troupes sultaniennes. Oui.
dans l'armée française. Oui. Oui, il y a beaucoup de Marocains. Comme surtout quand on dit l'armée française à l'époque, c'est surtout les tirailleurs algériens, les tirailleurs tunisiens et les tirailleurs, ce qu'on appelle les Sénégalais, toute l'Afrique de l'Ouest, plus les Marocains. Les Français, c'était quelques bataillons et surtout les officiers et les sous-officiers. Puis quand on dit l'armée française, c'est que les indigènes contre les indigènes. Je veux dire, quand on fait le bilan des morts, c'est surtout des tirailleurs algériens, tunisiens et sénégalais qui sont morts dans la guerre du Maroc. Mais quand Mohamed Hammo commence la révolte contre les Français, c'est par son propre chef. Mais après le Hri, novembre 1914, c'est-à-dire au lendemain du début de la Première Guerre mondiale qui a commencé en mois de juin, même pas quelques mois plus tard, il reçoit des courriers et même, paraît-il, des aides, en tout cas de l'argent, mais surtout pas de matériel militaire. Le matériel militaire va atterrir chez les Hiba parce que ça passe par la côte. C'est plus Côté Trfaya, et côté Trfaya qui n'était pas encore occupé. D'ailleurs, les Espagnols ne vont mettre le pied à Trfaya qu'en 1916, pendant justement la Première Guerre mondiale, et ils vont fermer les yeux sur les agissements des uns et des autres. C'est par là que les Allemands vont essayer de galvaniser la résistance qui était au sud à cheval entre le Sahara, qui allait devenir espagnol par la suite, mais qui ne serait occupé qu'à partir de 1932. Jusqu'en 1932, la présence espagnole se limitait à via Cisneros d'Akhla ou bien Douikhla, Cap Bojdour et le Cap Jubi ou Cap Robi comme ils disent en espagnol, Cap Yuba, qu'on appelle aujourd'hui Tarfaya. Donc Moulay Hafed en exil, livré par les Espagnols aux Français, se retrouve en exil... En France, on va lui saisir ses biens d'ailleurs, hein, on va avoir ses biens saisis. Les Français le décrivent comme un personnage vif, hein, on est dans quelqu'un qui, paraît-il, la réponse à tout. C'est un intellectuel, il a fait des études. Il a fait des études assez poussées, et je crois qu'il a mis en ordre même la bibliothèque quand il était khalifa du sultan à Marrakech, il a mis en ordre la bibliothèque de Ben Youssef pour le système de prêt des bouquins, etc. C'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup, en tout cas, à la connaissance et à la science de son temps, et surtout l'histoire. D'ailleurs, quand il commence son livre, il dit, moi je vais pas faire un livre d'histoire, donc je vais pas parler d'histoire. هو التنبيه على ما طرأ عليهم من الحوادث التي صدتهم عن تتبع أوائلهم في السهر على السياسة الخارجية حتى قبلوا شروط الدول الأجنبية. Comment comprendre ce processus qui a mené un petit peu à devenir à la merci des puissances européennes. Et donc lui, il a essayé de comprendre un petit peu cette dégradation un petit peu dans la politique étrangère au point de ne plus pouvoir imposer ses points de vue et d'être soumis aux diktat des puissances européennes. Ensuite, par exemple, quand il parle des Marocains, il parle des l'élite. Dans un chapitre précédent, il y a حب الدنيا وتبذير بثرواتهم من غير مبالاة في شهواتهم خصوصا في الأعراس والضيافات والولائم مع البخل في صرفها من أجل المصالح الوطنية. وإني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكني لا أرى أحدا. Ça c'est un vers de poésie que je traduis comme ça. Quand j'ouvre mon œil, je ne vois personne, pourtant il y a du monde. Pourtant, partout, il y a du monde. C'est-à-dire, si on traduit en gros, le goût du luxe et de la fête et de la futilité, en fait. De la futilité pour les élites, oui. Le refus des responsabilités. C'est ce dont il accuse les élites, qu'il met devant leurs responsabilités par rapport à la perte de souveraineté. C'est bien ça. Tout à fait. Et puis, et même, il ne dépense pas pour l'intérêt commun, ou l'intérêt public. On continue un petit peu l'analyse de Moulay Hafed. Il donne des impressions sur Taba'i Ahl al-Awasim. Marrakech, Meknès, Fès, il essaie de donner l'image générique, toutes les villes sont belles, ses habitants, etc. Marrakech يغتني فيها الغريب أكثر من أهل البلد. Donc c'est bienvenu à tout le monde. Fès لا يقبل الداخل بحال. مكناس فرح بمن دخل إليها ولا تنمو له فيها تجارة. Les trois capitales impériales, l'image qu'il en a en tout cas, que Marrakech est réceptive, on peut y faire fortune. Fès, c'est impossible pour quelqu'un qui y arrive pour faire quoi que ce soit. Et Meknès, il est ravi de recevoir du monde, mais il ne faut pas rêver d'y faire fortune. Voilà, donc, mais sinon, son livre, c'est une archive extraordinaire. Il compile une série de courriers depuis l'époque saadienne, des échanges de lettres depuis le Mansour avec ses enfants, dans l'histoire de la gouvernance, et ensuite la faillite, les conflits entre les enfants de le Mansour Dehbi. Il fait la même chose, une douzaine de lettres ou une
13 lettres de Moulay Ismail, l'un de ses fils, le Mamoun, qui était au Tafilalt, qui était pas très compétent. Son père le pressait par derrière parce que Tafilalt à l'époque gouvernait jusqu'à une somme à la fin du XVIIe siècle, 1600. Cette lettre est extraordinaire. C'est 1698, où le gouverneur de Tafilalt avait entre les mains Touet, Gourara, Taraza, Arawan. Arawan, c'est le pays de Tinariwin, des Touaregs de Timbuktu aujourd'hui. D'ailleurs, il mentionne, on parle aujourd'hui de Mohamed al-Ghazlan, et au fait, à l'époque, on l'appelait le Ghazlan tout court, parce qu'il indique, par exemple, que de l'Ghazlan al-Arawan, c'est une marche de 10 jours, etc. Bref, une série de courriers. Mais c'est ce courrier, juste pour rester sur ce courrier entre Moulay Ismail et son fils, je l'ai lu sur Internet, c'est une lettre hallucinante. Il lui rappelle les principes de la bonne gouvernance. Absolument. Comment on gère un pays. Voilà, comment se comporter quand tu es fort, comment se comporter quand tu es faible. Il y a une phrase dont je me rappelle en gros qui lui dit l'homme avisé reconnaît le bon nageur du mauvais nageur dès les premières brassées, et toi tu patauges dans ta province depuis que tu as été nommé. Tout à fait, parce que... Mais moi, ma question, elle est, qu'est-ce que Moulay Hafid tire de ces lettres? Qu'est-ce qu'il essaie de démontrer? Pourquoi il les cite? Il nous fait un peu la chronologie de la gouvernance depuis les Saadiens jusqu'à... De manière critique. Non, il cite. Mais en filigrane, il lance. Pourquoi? Parce qu'on est complètement dans la politique interne. Et quand les enfants de le Mansour, par exemple, sont en position de faiblesse, il donne beaucoup de valeur. Il a des correspondances avec les empereurs étrangers. Il donne beaucoup plus de valeur aux empereurs étrangers, ce que n'a jamais été le cas. Je veux dire, un sultan marocain ou un prétendant à la sultana parmi les enfants de Mohamed le Mansour Dahabi qui se disputent le pouvoir, qui essaie d'avoir les faveurs du roi du Portugal ou du roi d'Espagne, etc. Je veux dire pour... C'était le cas même de Mohamed le Mansour, qui était soutenu par les Ottomans. C'est ça. Et Moutaoukil qui était soutenu par les Portugais. Oui, mais donner de la valeur aux Ottomans, c'est une chose. Donner de la valeur aux Espagnols, c'est une autre chose. De la valeur aux Ottomans, avec les tentatives, on sait pratiquement, il peut y avoir un modus vivendi, alors que pour les Européens, les Espagnols, surtout les Portugais, dès qu'ils rentrent, il n'y a plus une question de modus vivendi, puisque toujours l'histoire de la Reconquista a été toujours là. Je comprends. C'est pour cela qu'à chaque fois... c'est le tabou. C'est le tabou. Voilà. À chaque fois, quelqu'un qui fait... On peut s'arranger avec les Ottomans, mais pas avec les Ibériques. Surtout pas. Mais qu'est-ce qu'il est... Enfin, j'insiste, hein, pour lui, les dissensions internes sont celles qui ont permis de faire entrer les étrangers, en gros. Entre-autres, non. Je veux dire, on a abandonné la mer, on a abandonné ce qui faisait la puissance vis-à-vis des Européens qui sont les voisins immédiats, et donc c'est l'abandon. Il dit on a abandonné la mer. Oui, il écrit noir sur blanc. Et il marque comment ce processus a eu lieu, au moins depuis les Saadiens qui renforcent le front intérieur, qui se dirigent vers le sud, mais que le nord, on est resté un peu nu. Donc c'est pour cela, et la côte d'ailleurs, parce qu'on a une côte méditerranéenne nord, bon pour l'ouest, il n'y a pas de problème, il n'y a personne en face, mais en même temps, ça fait partie de la mer, et la mer, Wazir al-Bahr, c'est Wazir al-Umur al-Barraniya, comme on disait à un moment donné, c'est-à-dire Wizarat al-Kharijiyya. Or, Wazir al-Bahr, c'est celui qui s'occupe de-delà des mers, et au-delà des mers, il n'y a que les gens de la Reconquista et de ce passé-là que tous les sultans connaissaient par cœur, mais dont ils se retrouvent un petit peu désolés parce que la pression a changé de camp, si j'oserais dire, et puis surtout que on a l'ennemi intime qui est le voisin, qui est une puissance coloniale au niveau des Amériques, qui commence à avoir des richesses colossales qu'il obtenait parmi, parce que souvenons-nous ce que disait M. Triki, comment à l'époque des Almoravides, des Almohades, le dinar un petit peu, Almoravide ou Almohade était le dollar de son époque, et il y avait une nette domination au niveau de la Méditerranée, du commerce jusqu'au point où on en trouve aujourd'hui dans pas mal de points en Europe. Et en Chine, le dinar almoravide en Chine. Si ça circule, c'est normal comme valeur, la valeur du métal lui-même. Mais dès que l'or commence à déferler sur l'Europe à partir des Amériques, je veux dire, les choses ont changé. Et du coup, Moulay Hafid met le point sur ces choses-là, même s'ils n'abordent pas les richesses et les Amériques, mais en tout cas, tourner le doigt à la mer, pour lui, était l'une des raisons qui ont amené. Et au fait, c'est pas pour se dédouaner, mais on revient toujours à cette histoire de processus. Rien que le 19e siècle, quand on le regarde, depuis au moins Napoléon, qui gambergeait l'idée d'occuper le Maroc, voire même l'Algérie à l'époque. Même Napoléon a gambergé cette idée à partir du moment où il avait mis les pieds en Égypte avant d'être empereur. Et il avait également soutenu la première révolte contre les Ottomans en Arabie au début du 19e siècle. C'est la révolte des El Saoud. Nous sommes en 1804-1805, ce qu'on appelle le premier royaume wahhabi. Donc vous voyez, on est dans un schéma du 19e siècle où il y a une géopolitique mondiale qui change.
d'échange, y compris pour nous, puisque c'était décolonial, d'expansion, commence d'abord par affaiblir son voisin, l'empire à côté, et pourquoi pas grignoter ses terres, et c'est comme ça que les empires de la Méditerranée ont connu ce qu'ils ont connu comme changement avec la Première Guerre mondiale. Quand on commence un podcast avec toi, on ne sait jamais qui va surgir. Là, c'est la dynastie El Saoud qui est arrivée. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce personnage. Moi, en fait, je trouve que c'est un destin étonnant. Sultan du djihad, qui se retrouve à renier sa propre parole et à quitter son poste de son propre chef, qui estime, qui se sent pousser le besoin d'écrire. C'est assez rare. Un bonhomme un peu plus complexe que ce que l'histoire nous en a retenu. Qui a essayé de qui a essayé de revenir avec les Allemands, qui s'est trouvé, qui a trahi son frère, enfin qui a pris la place de son frère et qui a trouvé son autre frère, essayer de faire la même chose. Il y a quelque chose dans ce personnage qui est assez romanesque. Eh ben, c'est la souveraineté qui est derrière. Et c'est surtout, c'est ce qu'on a essayé de vous traduire, vous transmettre dans ces deux podcasts consacrés à l'année 1912. C'est bien sûr un prétexte pour parler de tout ce qui a conduit à 1912. Ce qui va sur 1912 sera pour un podcast suivant, mais c'est pour vous traduire, vous transmettre, vous décrire, vous expliquer le traumatisme de voir le Nsrani, comme tu dis, le Romi, comment tu l'appelais ? Le Romi est débarqué à Fès, à Marrakech, à Meknès, chose qui avait été impossible. Pendant au moins 3-4 siècles. Même plus, je pense. Quel est le dernier Romi en armes qui débarque à, je pense, c'est Volubilis. Et encore, est-il vraiment Romi ? Non, en tout cas, les derniers Romis, c'était soit c'était lui le Romain d'ailleurs. Donc, c'est vraiment lui. Ouais. Mais ils sont restés au moins quelques Romis jusqu'à la période, l'Andalousie, Almoravide, Almohad, Mérinide, il y avait des Romis, mais ils étaient sous. Je te parle pas des gens, des individus. Les individus, je parle d'un système. Des États. Des États. Non. La Reconquista. Le Romi, c'est la Reconquista. Voilà. Donc, gros traumatisme de 1912 expliqué par Mustafa Kadeli. Merci, Mustafa. Merci à vous. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.